Internet à nouveau disponible au Cameroun. Après plus de 3 mois de coupure dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays, l'ordre a été donné par le président Paul Biya aux fournisseurs d'accès Internet de rétablir les réseaux avec effet immédiat. L'île Kunta Kinte, nommée ainsi en hommage au personnage héros de la célèbre série télévisée Racine, attire chaque année des milliers de touristes du monde entier et renforce de ce fait l'économie du pays. Mais ce patrimoine mondial de l'UNESCO souffre d'un manque d'intérêt du côté des autorités gouvernementales gambiennes. Et enfin, présidentielle en France, 11 candidats en lice. Les citoyens français se rendront aux urnes demain pour désigner celui qui présidera désormais aux destinées de la France. Un scrutin qui se déroulera sous haute surveillance sécuritaire compte tenu de la menace terroriste permanente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur UnAfrica TV pour vous informer. Démarrons par le Niger où le gouvernement et l'Union des scolaires nigériens sont parvenus à un accord visant à mettre un terme à la crise universitaire qui perdure depuis une quinzaine de jours. Tous les préalables exigés par les étudiants ayant été satisfaits, le syndicat des étudiants a décidé ce vendredi de lever son mot de suspension illimitée des activités académiques à compter du mardi prochain. À cet effet, une commission indépendante de 13 membres a été créée dans le but d'enquêter sur la manifestation estudiantine du 10 avril dernier avant ayant provoqué le décès d'un étudiant. Un problème au Cameroun, après plus de 3 mois, les deux régions des zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest ont de nouveau la connexion Internet coupée pendant les périodes de crise pour des raisons de sécurité et de paix d'après le gouvernement. Le président Paul Biya a ordonné jeudi le rétablissement de ces réseaux de communication. C'est une décision diversement appréciée au sein des populations des dites localités Gislaine et Bogo. Le nord et le sud-ouest du Cameroun renouent avec les nouvelles technologies. Il était environ 18h heure locale ce jeudi lorsque la déclaration du président Paul Biya de rétablir la connexion Internet dans les zones anglophones a pris effet immédiat. Une décision qui vient soulager les activistes et surtout ceux dont le gagne-pain était lié à l'Internet comme ce promoteur de cybercafé. Internet in Southwest, I'm very happy because Internet à nouveau dans le sud-ouest, je suis très content parce que c'est grâce à Internet que je nourris ma famille. Depuis que le gouvernement a coupé l'Internet, je souffre avec mes enfants. Je ne sais où aller. J'ai arrêté avec le cybercafé pour me lancer dans une autre activité. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de monter un autre business. Mais maintenant que le gouvernement a remis l'Internet, je veux rouvrir le cybercafé. Et c'est pour ça que vous pouvez voir cet ordinateur. J'essaie de prendre une machine, voir si elle fonctionne et en faire quelque chose. C'est ce que je fais actuellement. So, but for the president that they install back the internet from the north and southwest, we are very happy. Ce geste du gouvernement est pour certains anglophones un indice que l'État camerounais est prêt à rétablir la paix. Pour d'autres, cette action du gouvernement est loin de constituer une solution à la crise. Autour de l'Internet, je ne crois pas que c'est une sortie de crise pour le problème anglophone. Je crois qu'il en faut plus. Lancée en novembre 2016 par des professeurs et des juristes, la contestation anglophone dans les régions du Nord et du Sud-Ouest revendique la séparation de leur région du pouvoir principal qui est concentré à Yaoundé. La minorité anglophone du Cameroun représente environ 20% des 22,5 millions d'habitants, soit 2 provinces sur les 10 que compte le pays. L'État camerounais dit vouloir œuvrer pour le dialogue avec le Nord et le Sud-Ouest, mais rejette toute option du retour au fédéralisme qui est la seule alternative que proposent les anglophones. En Afrique du Sud, 20 écoliers ont trouvé la mort dans un accident de bus dans la soirée d'hier. Le drame s'est produit près de Pretoria, la capitale du pays, précisément sur l'axe départemental. D'après le rapport des services de secours présents sur les lieux, 20 enfants sont morts sur le champ et plusieurs autres ont été évacués dans les hôpitaux de la zone.
L'actualité, c'est aussi en Ouganda où l'armée a débuté mercredi dernier le retrait de ses troupes opérant en Centrafrique contre l'armée de résistance du Seigneur. Ce retrait fait suite à la neutralisation de la rébellion en Ouganda. Mais le chef rebelle Joseph Kony reste introuvable. Némidera. Mission accomplie pour l'armée ougandaise qui a entamé depuis mercredi le retrait progressif de ses troupes stationnées dans l'est de la Centrafrique. Sous mandat de l'Union africaine, ces quelques 2000 soldats tentaient depuis plus de 8 ans de neutraliser la guérilla sanguinaire de l'armée de résistance du Seigneur et de capturer son chef, Joseph Kony. Mais malgré la réussite de la mission, le chef rebelle de la LRA reste introuvable. Ce dernier n'est plus en mesure de recruter des enfants ou de les enlever. Il n'est également plus en mesure de se réarmer, ni même de mener des offensives contre l'armée ougandaise. Selon un bilan de l'ONU, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants, d'abord dans le nord de l'Ouganda, puis au cours de son exil dans le pays voisin, au Soudan du Sud, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, puis en Centrafrique. En dehors de l'appui de l'Union africaine, les opérations militaires ougandaises ont bénéficié de l'aide des conseillers militaires américains qui ont joué un rôle important dans la déchéance de la LRA. Fin mars, l'armée américaine avait également annoncé qu'elle va retirer sa centaine de conseillers militaires déployés dans le pays, assurant que la LRA a été réduite à l'efficience. Les ambassadeurs du Maroc et de Cuba à l'ONU ont signé hier, vendredi 21 avril, à New York, un accord afin de rétablir leurs relations diplomatiques. Des rapports rompus depuis 1980 suite à la reconnaissance par la Havane de la République arabe sahraoui démocratique, dont la tutelle est revendiquée par le royaume chérifien. Selon cet accord initié par le roi Mohamed VI, le rétablissement de ces relations reflète les intérêts des deux pays et est guidé par la volonté mutuelle de développer des relations d'amitié et de coopération. La Gambie, le plus petit pays du continent africain, a beaucoup de choses à offrir aux touristes du monde. À titre indicatif, le pays reçoit plus de 150 000 touristes par an, des Africains et surtout des Européens, de quoi booster l'économie du pays. Cependant, l'île Kunta Kinte, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, perd malheureusement son attraction en raison de l'indifférence des autorités gambiennes. Allons à la découverte de cette île avec Axel Hermon Abalo. Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par des Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisé dans les années 70 grâce à la série américaine Racine adaptée du livre de l'écrivain Alès Allais. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont été fournis par les autorités gambiennes au cours des années pour conserver et mettre en avant cet héritage historique, pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens gambiens lancent alors un appel au nouveau gouvernement pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon ces derniers, le gouvernement de Yahya Jammeh n'a rien fait pour sauver cette île. On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. Une vraie formation pour les guides, l'organisation des spectacles et événements culturels, ainsi que la création de centres spécialisés favoriseront la célébrité de ce chef-d'œuvre reconnu au plan international.
Les relations entre l'Égypte et le Soudan se consolident davantage. Lors de la deuxième session du comité conjoint de consultation politique entre le Soudan et l'Égypte, une rencontre tenue hier à Khartoum, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont affirmé la nécessité de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre les groupes d'opposition hostiles à leurs gouvernements respectifs. Florine Zonji. L'Égypte et le Soudan se donnent la main pour empêcher les groupes d'opposition des deux pays de mener des activités compromettantes contre les gouvernements respectifs. Ces derniers mois, les relations entre Khartoum et le Caire étaient tendues. Lors d'un entretien en février dernier, le président soudanais Omar El-Béchir avait haussé le ton. Il menaçait alors de porter devant l'ONU une affaire liée à un litige territorial avec l'Égypte et accusait le Caire de soutenir des opposants soudanais. Mais jeudi dernier, lors d'une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Gandour, et son homologue égyptien, Sami Choukri, ont convenu sur la nécessité d'enterrer la hache de guerre. Ils comptent travailler de commun accord sur des questions liées au danger du terrorisme. Ceci pour donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Il est important d'échanger des informations entre les organismes de sécurité afin de renforcer la confiance entre eux dans le but de ne pas aider les groupes d'opposition de nos deux pays, en particulier les groupes armés. Nous travaillons main dans la main avec nos frères soudanais pour renforcer les liens profonds entre les peuples de la vallée du Nil. Après avoir souligné la solidité et la profondeur des relations soudano-égyptiennes, les deux ministres souhaitent la continuation du soutien mutuel dans les forats régionaux et internationaux sur toutes les questions d'intérêt commun. Les violences dans les Kasaï ont fait 1 million de déplacés selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. C'est l'une des informations contenues dans l'Afrique en bref, une compilation de Sergino Lokosu. En République démocratique du Congo, l'épiscopat dénonce les modalités de la nomination par le chef de l'État du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi, les évêques ont soutenu que cette nomination explique la persistance de la crise et constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. La conférence épiscopale nationale du Congo déplore que les consultations entre le chef de l'État et le chef de la délégation du rassemblement aux négociations, au terme desquelles allait être nommé le Premier ministre, n'aient pas lieu, a indiqué l'abbé Donatien Ncholet. Là-bas, 2 millions de déplacés a été franchi dans les Kasaï selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les violences meurtrières dans la région des Kasaï entre la rébellion Kamouina, Nsapou et les forces de sécurité ont fait 1 million de déplacés en 8 mois. Le chargé à la communication du bureau précise qu'au 1er avril 2017, il est enregistré plus d'1 million de déplacés internes dans le Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou, ce qui représente près d'un tiers de déplacés sur l'ensemble du pays. Au Congo-Brazzaville, la violence est montée d'un cran dans la nuit du 17 au 18 avril dans la région du Poul. Une embuscade tendue par les hommes de Frédéric Bitsamou, dit Pasteur Ntoumi, dans la province de Kademba, aurait fait au moins 18 morts dans les rangs de l'armée nationale. Des partis politiques du pays, notamment le Parti congolais du travail, ont demandé au gouvernement de mettre hors d'état de nuit le Pasteur Ntoumi, ses bandes et leurs commanditaires. Hors du continent africain, les Français se rendront aux urnes demain dimanche dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle. Au total, 11 candidats en lice. Ce scrutin se déroule sous haute surveillance sécuritaire en raison de la menace terroriste qui plane sur le pays avec l'attentat qui a coûté la vie à un policier français à Paris jeudi dernier. Reportage. Au cours des prochains jours, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de garantir la sérénité du déroulement des opérations électorales. Le ton est ainsi donné. Même l'attentat du jeudi dernier n'empêchera pas les Français d'aller choisir demain dimanche parmi les 11 candidats en lice. Le prochain président de la République française, François Fillon, empêtré dans les affaires, représente la droite et le centre.
Emmanuel Macron, qui se revendique ni de la droite ni de la gauche, à travers son mouvement En Marche, est le plus jeune candidat de la liste. Il appelle la France à ne pas céder à la peur face à l'insécurité. Ne cédez rien à la peur, ne cédez rien à la division, ne cédez rien à l'intimidation. Jean-Luc Mélenchon, représentant la France insoumise, est soutenu par le parti de gauche et le parti communiste. Outre Fillon, Macron et Mélenchon, Benoît Hamon, candidat socialiste, et Marine Le Pen, du Front National, sont les favoris de cette présidentielle. Une nouvelle fois, ce sont nos policiers qui ont été visés et qui ont payé le prix du sang dans la lutte contre l'islamisme radical. Cette idéologie totalitaire monstrueuse qui a déclaré la guerre à notre nation, à la raison, à la civilisation. Les noms de ces nouvelles victimes s'ajoutent à la longue liste des martyrs du terrorisme islamiste, ces enfants, ces femmes, ces hommes dont la vie a été fauchée, a été broyée ou a été à tout jamais gâchée. Ils verront leur sort scellé par les Français à l'issue du scrutin de ce dimanche. Après une campagne marquée par un attentat djihadiste jeudi dernier, François Hollande promet des dispositions sécuritaires spéciales afin d'assurer une élection libre et apaisée. Ainsi se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'Africaine des Télé.